Bienvenue à cette visioconférence Devenir infirmier proposée par le groupe hospitalier universitaire APHP Nord. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une discussion-réflexion sur les soins infirmiers destinés aux personnes confrontées à la douleur. Nos invités sont infirmières et exercent au sein des hôpitaux Lariboisière, Fernand Vidal, Robert Debré et Beaujon. Elles accompagnent et elles soignent des personnes adultes, mais aussi des enfants et des adolescents. Alors, il n'y a pas un profil unique de personnes douloureuses, mais bien une diversité qui renvoie à des situations de santé, des situations de soins et des réponses à apporter diverses et parfois complexes. Aujourd'hui encore, la douleur peut être sous-évaluée par les soignants, notamment auprès de populations vulnérables aux âges extrêmes de la vie. L'évaluation n'est pas toujours aisée. Les processus physiologiques de la douleur sont différents selon que la personne est affectée par une douleur aiguë ou une douleur chronique. L'impact sur la santé, sur la qualité de vie au quotidien n'est pas du tout le même. Alors Sandrine, nos invités aussi ont des profils et des parcours et des missions différentes. Et je suis sûre que tu as envie de poursuivre la discussion avec elles et de recueillir leurs témoignages de praticiennes de terrain. Alors effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 4 professionnels avec des parcours complètement différents. Elles exercent donc dans des établissements différents et ont des missions très particulières, soit en transversale ou pas, en tous les cas. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on va toucher à tous les âges de la vie, du jeune enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée. Alors mesdames, je vais vous laisser vous présenter, nous dire succinctement qui vous êtes, d'où vous venez, et quel type de population vous approchez à travers la douleur. Alors, je vais commencer. Moi, je m'appelle Sophie, je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital Beaujon depuis trentaine d'années. Et donc, je fais partie de l'équipe douleur aiguë post-opératoire, c'est-à-dire qu'on prend en charge tous les patients opérés à l'hôpital au niveau de J1 et J2 post-opératoire. Donc, ça va de la salle de réveil, la réanimation, jusqu'au service de soins. Voilà. Alors moi, je m'appelle Anne, je suis infirmière ressources douleur à Lariboisière. C'est un hôpital d'adultes, donc nous prenons en charge la douleur chronique. Et moi, je m'appelle Anne-Françoise Thiollier, je suis puéricultrice et je travaille dans l'équipe mobile douleur de l'hôpital Robert Debré. Donc on a en charge des enfants de la naissance jusqu'à passer 18 ans. Donc moi je m'appelle Marie-Pierre Lacouette, je suis IPA donc à l'hôpital de Beaujon et j'ai intégré très récemment l'équipe mobile de gériatrie et j'ai un petit peu un parcours où j'ai travaillé pendant 8 ans en équipe mobile de soins palliatifs et douleurs du cancer qui me permet actuellement d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Qu'est-ce qu'une IPA ? Une IPA, c'est une infirmière de pratique avancée, c'est qu'on a repris nos études pendant 2 ans pour obtenir un master. Alors, chacune d'entre vous, au regard de vos expériences professionnelles, vous avez fait le choix de vous impliquer dans la prise en charge de la douleur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous travaillez soit dans des équipes mobiles transversales ou pas? Enfin, qu'est-ce qui vous a permis de vous impliquer dans cette prise en charge? Moi, de mon côté, c'est vraiment mon parcours professionnel qui m'a amené à ça. J'ai travaillé dans des services où la douleur était très présente, toujours chez les enfants du coup, puisqu'il fait 32 ans que je suis à Robert Debré. Et soit cette douleur était liée à la maladie, aux soins, et ça m'a amené à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus. Donc je me suis formée et j'ai fait un DI douleur en particulier qui était essentiel. Et puis voilà, un jour j'ai intégré l'équipe douleur. Voilà. Et moi, j'ai travaillé 18 ans en neurochirurgie et dans le service de neurochirurgie de Lariboisière, il y avait à l'intérieur aussi un service douleur. C'était un neurochirurgien qui s'occupait de la douleur ainsi qu'un anesthésiste. Et tout simplement, j'ai été très intéressée par la douleur et j'ai fait très rapidement un DU douleur. Et c'est mon parcours professionnel qui m'a amené à suivre des patients douloureux. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai fait l'anesthésie en premier lieu, outre le côté technique et réanimatoire, mais pour prendre en charge la douleur dès le bloc opératoire, c'est-à-dire
pallier à la douleur suscitée par la chirurgie. Et puis après, prendre en charge les patients qui étaient, somme toute, un peu laissés à eux-mêmes dans les services et qui avaient besoin d'un supplément, soit pour être écoutés, soit pour améliorer leur prise en charge et la dispensation des traitements. Voilà. Et moi, c'est un peu, ça ressemble un peu à tout le monde. En résumé, en fait. En résumé, moi aussi, c'est mon parcours professionnel. J'ai débuté dans un service d'oncologie et la prise en charge de la douleur me tenait à cœur. Donc, j'ai fait un DU douleur onco, puis un DU soins palliatifs pour compléter et améliorer la prise en charge. Et il ne me restait pour moi qu'un chemin, c'était l'équipe mobile transversale en douleur et en soins palliatifs, puisque ça résumait un petit peu le parcours et la réflexion dans les équipes. On voit bien comment la confrontation à des expériences professionnelles peut amener à orienter en fait les projets des unes et des autres. Alors du coup, comment travaillez-vous? Quelles sont vos missions? Je pense qu'il y a des missions communes pour chacune d'entre vous. Quelle est votre principale mission? J'imagine auprès des patients, évidemment. Et comment ça se concrétise? Alors je pense qu'on est tous... on fait un petit peu une clinique, on a un entretien avec le patient et c'est l'entretien qui nous permet un petit peu de donner des propositions et des réflexions en équipe sur le patient. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes plusieurs dans l'équipe, alors parfois 2 par jour, parfois 1, mais on a tous des compléments, c'est-à-dire en dehors des DU qu'on a pratiquement tous, on peut aussi proposer de l'hypnose, on peut proposer du toucher-massage, on essaye d'adapter la proposition en fonction de la demande du patient, en fait, et puis de son ressenti. Ce qu'il faut, je pense, pour intégrer une équipe douleur, c'est d'avoir de l'écoute et d'entendre, et de ne pas juger. Je crois que c'est le principal atout. Après, les médications, oui, effectivement, on peut les manipuler et on peut changer, mais c'est surtout l'écoute dont ils ont besoin et du temps. D'autres éléments sur cet aspect d'accompagnement? Nous, on fait de l'hôpital de jour. On a une activité de Cutenza, on fait des pertes de kétamine, on a pas mal de choses en hôpital de jour. On a aussi quelques lits en hôpital de semaine. Et puis on participe aux formations institutionnelles. Donc on a un module 1 qui nous permet de revoir un petit peu les mécanismes de la douleur induite par les soins, de sensibiliser l'évaluation, les outils d'évaluation. Et puis on a aussi un autre atelier où on réalise, si vous voulez, on fait de la pratique sur du méopa et sur des pompes à morphine, des PCA. Et puis actuellement, on a de l'éducation thérapeutique pour les patients. Donc il faut passer un examen, il faut faire une formation pour faire de l'ETP. Mais comment travaillez-vous avec les équipes? Vous accompagnez les équipes dans l'évaluation, la prise en charge de la douleur. Comment vous êtes appelés? Comment vous vous organisez en fait? Nous, en tant qu'équipe mobile, on intervient vraiment sur appel des équipes. Donc ça peut être les infirmières qui nous appellent pour les aider à évaluer les patients, ou même les équipes médicales, et on va intervenir avec nos propres médecins pour peut-être orienter plutôt sur une thérapeutique ou une autre. Et en fait, notre mission principale, finalement, c'est vraiment s'assurer du soulagement des patients partout dans l'hôpital, quelle que soit l'origine de leur douleur. Donc ça va aussi évidemment passer par effectivement la formation des collègues à l'évaluation et puis aux différentes techniques. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est à la fois auprès du patient et auprès des équipes. Et cette collaboration, elle est facile à mener justement? Oui, elle est facile. En même temps, les équipes tournent tellement. Je veux dire, on a tellement plus de personnel fixe que ça devient compliqué parce qu'en fait, on est toujours en train de répéter la même chose, toujours en train d'essayer d'apporter les mêmes apports. Et on se rend compte que vous voyez quelqu'un un jour et le lendemain, il n'est plus là, il a changé, il a démissionné, il a changé de service. Il y a un pool très important. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc vous faites le lien finalement? Donc on fait le lien, bien sûr, on fait de la formation.
Bon, pour notre part, nous on travaille, on voit tous les patients qui sont opérés, sauf les ambulatoires, bien sûr, parce qu'ils sont partis. Et après, on travaille sur appel, soit des infirmières, soit des médecins, soit des collègues. Voilà. Les patients sont ciblés s'ils sont pathologies chroniques. On peut faire appel à l'EMAPS, qui sont les soins palliatifs, si c'est des patients cancéreux. On peut faire appel aux médecins de la douleur chronique. Enfin, vraiment, il y a une imbrication de toutes les équipes. Et on essaye de former au maximum. Et c'est de la formation, j'ai envie de dire, quotidienne, outre les formations qu'on peut faire institutionnelles, mais c'est de la formation quotidienne en fait. Et pour le patient, puisqu'on essaye de l'informer aussi et de lui expliquer le pourquoi du comment, et pour nos collègues. Alors vous touchez du doigt l'aspect formation en fait, des équipes. Est-ce que vous pouvez développer davantage ces aspects-là? Moi, je pense qu'on forme au lit du patient, c'est-à-dire que quand on va voir un patient, on va voir déjà les soignants, on va leur demander ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, comment ils ressentent aussi la personne. Et puis après, on va aller voir la personne et potentiellement aussi la famille, parce qu'il faut savoir qu'avec la personne âgée ou en soins palliatifs, la personne âgée, en fait, souvent elle a des troubles cognitifs, c'est difficile d'évaluer la douleur. Et souvent, il faut s'aider aussi de la parole de l'autre pour pouvoir un petit peu être au plus juste de cet instant T. Et par la suite, en fait, il faut faire un retour dans la neutralité, dans le plus pur de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, aux médecins et aussi aux paramèdes. Et c'est avec ce retour aussi qu'on arrive aussi à former en institution. Et puis après, il y a tout ce qui est à l'IFSI, à l'université ou à Picpus, où on peut intervenir pour donner des interventions. Oui. Moi, je pense qu'il y a effectivement plusieurs aspects. Il y a la formation institutionnelle, on va former les collègues, et on voit bien qu'il y a des formations qui attirent plus que d'autres. Parfois, quand on lance des nouvelles formations, en particulier dans tout ce qui est non médicamenteux, on va avoir énormément d'inscrits. Des gens sont capables de se libérer vraiment pour venir et ils repartent enchantés. Donc ça nous met vraiment du baume au cœur et on a envie de continuer sur ce chemin-là. Et puis, il y a effectivement... en tout cas en pédiatrie, tout un travail pédagogique en fait autour des enfants et autour des parents pour leur redonner confiance, pour leur montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent apporter à leur enfant, parce qu'ils peuvent être un peu sidérés de l'hospitalisation, de la souffrance de leur enfant, et bizarrement ils n'ont pas toujours les réactions qui peuvent le mieux aider. Donc nous, avec nos connaissances, on doit faire preuve d'énormément de diplomatie, que ça soit auprès des collègues, quand on intervient dans les services, on n'est pas dans nos services, donc, mais aussi par rapport aux parents, parce que si on veut expliquer à un parent que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça, eh ben, ils peuvent vite se sentir mis en cause, et donc ça demande beaucoup de diplomatie, mais voilà, ça apporte beaucoup de... C'est très intéressant. L'adaptation peut-être, si on peut résumer, adaptation. L'adaptation. Adaptation. Ouais, il faut être bienveillante avec nos patients et avec nos collègues. Là, on touche du doigt des particularités en lien avec la prise en charge de la personne âgée, de l'enfant. Est-ce qu'il y a des particularités dans vos domaines sur le côté post-op ou adulte qui ressortent également? Non, je crois que c'est l'écoute, en fait. Voilà, l'écoute et le non-jugement et l'empathie. Il faut admettre et il faut faire admettre à nos collègues qu'une douleur chez une personne n'est pas la même pour une même intervention. Et moi, j'invite vraiment les infirmières, si elles ont les moyens, de venir au bloc opératoire pour voir ce que c'est qu'une intervention et voir comment on manipule les gens et comment on les positionne. Et pourquoi certaines douleurs ne sont pas explicables, mais vu la position chirurgicale et le temps de la chirurgie, ça trouve tout son sens. Alors nous, on l'explique après aux patients en lui disant « oui, mais ça a été comme ci, comme ça, voilà pourquoi vous avez mal ». Et ils comprennent. Et on leur dit « ça va passer » et tout de suite, c'est plus encourageant. Mais vraiment, j'invite les personnels, s'ils le peuvent, à venir voir comment se passent les interventions. Anne, vous qui travaillez plutôt sur la douleur chronique, c'est quand même des profils de personnes qui sont un peu particulières parce qu'elles ont une expérience de la douleur aussi qui est un peu particulière, non? Oui, tout à des fait. Parcours de soins un peu complexes. Déjà, la douleur chronique, ça modifie leur vie professionnelle, leur vie familiale. C'est très très compliqué. Souvent les gens ils se plaignent, on ne voit pas, ils n'ont pas été opérés, donc ils n'ont aucune raison de se plaindre. Voilà, c'est pas compris, c'est pas reconnu, et ils sont en réelle souffrance à côté, tout à fait. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est des patients, il faut créer une relation entre eux, de confiance, parce que c'est des gens qu'on va suivre très longtemps. La douleur chronique, pour dire un jour qu'en douleur chronique, mon patient il aura zéro douleur, et j'en suis sûre, non.
Il peut sans doute arriver aussi que lorsque vous les accueillez pour la première fois, ils aient un peu une errance diagnostique et thérapeutique qui a précédé tout ça. Mais là, je trouve qu'il y en a moins. Quand j'ai commencé, moi ça fait quelques années, c'était vraiment en neurochirurgie, c'était pour des névralgies faciales. Et c'est des gens, on se retrouvait même avec des gens qui étaient hospitalisés en psychiatrie parce que c'était pas connu du tout. Et aujourd'hui, quand même, il y a des maladies qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même eu une grande évolution au niveau de la maladie. Donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les patients, déjà pour que le médecin généraliste fasse un courrier pour un centre de douleur, c'est très compliqué. Il y a plein de gens qui sont encore en errance. Et puis après, c'est vrai que les traitements, si vous voulez, il y a les traitements non médicamenteux qui ont pris énormément d'importance, ça c'est génial. Et puis dans les traitements médicamenteux, les gens, on les met sous antidépresseurs, sous antiépileptiques, et les gens, ils comprennent pas un antidépresseur, ils disent mais non, c'est pas pour moi. C'est très compliqué, donc il faut y aller progressivement, il faut vraiment les écouter, il faut les accompagner. Simplement pour les personnes qui vont nous écouter plus tard, ça fait partie des thérapeutiques proposées dans les prises en charge de douleurs, sur des douleurs très particulières. Ah oui, c'est que des douleurs neuropathiques essentiellement, des douleurs mixtes. Et quelles sont les compétences que vous avez développées? Là, on a l'impression qu'on touche du doigt beaucoup votre posture, en termes d'accompagnement, en termes de formation. Oui, qu'est-ce que vous avez développé comme compétences? Quelles sont vos plus-values finalement? Parce que vous exercez en mission transversale et en support de vos patients évidemment, mais aussi des équipes. Oui. Je crois que ça demande beaucoup de... alors j'ai parlé tout à l'heure de la diplomatie, mais vraiment beaucoup d'écoute et beaucoup de régularité. C'est-à-dire que parfois, on a des patients qui sont fermés, qui sont douloureux depuis longtemps, et effectivement, ce qu'on va leur apporter ne va pas toujours les soulager là, tout de suite, comme ça. On parlait de ces médicaments pour contre les douleurs neuropathiques qui peuvent mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour agir. Et donc, il faut bien leur expliquer, les prévenir, et puis mais quand même aller les voir. Et même si ça ne fonctionne pas, on fait autre chose. On va rajouter de l'aromathérapie, un petit peu d'hypnose. Et c'est ça qui est formidable, le fait d'avoir développé des compétences infirmières propres, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mettre en place de nos propres connaissances, comme les moyens non médicamenteux. Et ben, ça va nous donner des billes en plus et des choses à proposer. Et finalement, dans cette régularité-là, on voit petit à petit, quand on arrive, quelque chose en fait dans leur regard qui permet de se dire voilà, il a identifié un petit peu ce qu'on fait et voilà. Est-ce que vous diriez que votre pratique infirmière elle est bien équilibrée entre le soin relationnel, la relation de confiance, l'alliance thérapeutique que vous êtes obligé de construire avec les personnes dont vous prenez soin, et puis des aspects un peu plus techniques, un peu plus classiques, et puis avec cette ouverture innovante, effectivement, le non conventionnel qui se développe dans votre discipline beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut, il faut un équilibre pour pouvoir avancer. Je pense qu'on est là pour savoir recueillir la parole de l'autre et puis peut-être aussi semer des graines. Semer des graines pour que le patient puisse aussi appréhender tout ce qu'il y a tous ces traitements, et puis la famille aussi qui va être là pour seconder, pour éviter un retour à l'hôpital. J'imagine que ça c'est des compétences assez particulières, assez fines. J'imagine que vous ne les avez pas acquises en 24 heures et qu'au début de votre parcours professionnel, vous avez travaillé et vous continuez à travailler là-dessus régulièrement. Est-ce que les années d'expérience, ça vous aide? On apprend tous les jours. Je pense qu'on est humble. On apprend tous les jours, on apprend avec les patients, on apprend avec leur famille, on apprend aussi à se remettre en question. Il y a un questionnement qui est tous les jours présent. Est-ce que... Parfois, je me dis que le patient nous apporte beaucoup. Peut-être parfois plus que ce qu'on fait nous. Est-ce qu'à travers on a évoqué les moyens non médicamenteux et je pense que ça intéresse vraiment nos auditeurs, est-ce que les patients sont surpris, ou que ce soit les familles, que ce soit la personne âgée, l'enfant, l'adulte ou les personnes qui viennent se faire opérer, est-ce qu'il y a des surprises dans les propositions que vous leur faites pour soulager? Oui, parfois, je pense qu'ils ne s'y attendent pas, parce que c'est encore très méconnu pour certaines spécialités, comme le toucher-massage, les gens n'y pensent pas, ou le toni, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont encore loin d'eux, et on leur propose
Après, voilà, on leur donne le panel, il n'y a pas d'obligation, voilà, c'est vraiment dans la discussion qu'on amène les choses. Et je pense que les gens sont assez réceptifs. Et puis on voit bien les patients qui sont agressifs au début, quand on prend le temps, qu'on s'assoit. Alors, bon, parfois c'est impossible, hein, mais le plus souvent, on s'assoit, on prend le temps, on est dans la discussion, et on ressort de la chambre, bah, déjà, ils ont beaucoup moins mal. C'est flagrant, et c'est super intéressant. Est-ce que vous avez aussi d'autres professionnels, d'autres spécialités, comme des psychologues ou autres, qui travaillent avec vous pour les prises en soin de ces personnes? Nous, on a déjà plusieurs médecins. Il y a des médecins généralistes, il y a des rhumatologues, il y a des anesthésistes. Il y a déjà pas mal de médecins qui sont présents. Et puis on a une psychologue. On fait appel aussi à la kiné. On a une ergothérapeute. Elles ne sont pas vraiment, font pas vraiment partie de notre Ponctuellement, service. elles interviennent? Plus que ponctuellement. Elles sont Régulièrement, vraiment en relation avec elles. Et c'est important parce que on n'a pas tout. Même l'assistante sociale, c'est hyper important parce qu'ils peuvent être dans des situations très difficiles et financièrement, des problèmes de travail, des problèmes de licenciement, plein de problèmes qui se greffent autour de leur pathologie parce qu'ils ne se sont pas présentés à leur travail. Parce que... Il y a d'autres collaborations possibles dans vos domaines, en post-op, auprès de l'enfant, chez les personnes âgées? Nous, dans l'équipe, on fait appel souvent à un ostéopathe. Donc, il y a un petit temps dédié avec l'équipe douleur. On a des psychologues, mais sinon, après, on utilise un petit peu les compétences de chacun dans les services. Voilà. Oui, je pense que oui, on utilise les compétences des acteurs qui sont présents, les kinés. Enfin, à certains endroits, ils ont même aussi de la zoothérapie. Ça peut être apporté aussi beaucoup. Et puis, il faut savoir que les patients ont souvent aussi leurs petites techniques pour ne plus avoir mal ou diminuer la douleur. Et c'est peut-être ces petites techniques en fait qu'il faut savoir recueillir ou peut-être questionner pour justement amener quelque chose en plus dans la prise en soin de l'hôpital. Tenir compte de ce que font déjà comme ressources et préalables à cette prise en charge. Oui, parfois ils font plein de choses pour se soulager, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent utiliser un coussin ou des choses et ils le font comme ça, ils ne se rendent pas compte que... Et les valoriser, leur dire... Puis parfois ils oublient aussi. Hier j'ai eu en consultation une petite jeune fille de 12 ans et elle venait pour une résurgence de douleur lombaire et le médecin me l'adresse pour une consultation d'électrostimulateur, donc de TENS, et je lui sors les différents appareils qu'on a. Elle me dit mais j'en ai un comme ça à la maison, mais ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas utilisé, et elle avait oublié en fait. Du coup on a ressorti un modèle qui était plus adapté à la situation où elle est, et voilà. En vous écoutant, on perçoit un enthousiasme dans votre pratique. Vous avez l'air d'aimer quand même votre travail. Alors dites-nous individuellement à chacune, qu'est-ce qui vous anime au quotidien là? Mesdames les infirmières douleur, allez. Je pense que c'est la satisfaction des patients de pouvoir les rassurer. Enfin, on a certaines pathologies qui amènent les patients à être opérés plusieurs fois. Et c'est vrai que quand on leur dit, là c'est votre première intervention, mais on vous reverra pour la seconde ou pour la troisième, ils partent pas du tout de la même manière au bloc opératoire parce qu'ils savent qu'ils auront un suivi. Et voilà. Et c'est très satisfaisant quand vous allez voir un patient et que le lendemain il est soulagé, il va beaucoup mieux. On est récompensé, tout simplement, ou qui nous remercient, ou qu'ils ont le sourire. Le sourire de nos patients. Moi, j'ai une petite anecdote. La anecdote. récompense. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une récompense, mais en tous les cas, oui, ça nous motive, je pense. Ça donne du sens à votre travail, en tous les cas. Donc, on a fait une étude avec ma collègue sur l'hypnose en pré-induction au bloc opératoire. Donc, on ne remplaçait pas l'anesthésie, mais on l'a rajoutée. Et donc ça a demandé un petit temps, il fallait que les chirurgiens attendent un petit peu, donc c'était compliqué, on ne savait pas comment ça serait reçu. Mais finalement, les chirurgiens nous ont dit que quand ils devaient reprendre ces mêmes patients, avant notre étude et avant notre pratique, les patients disaient « non, je ne veux pas y retourner, c'est horrible ». Et que maintenant, quand ils savent qu'ils vont repasser au bloc, éventuellement avoir à nouveau une séance d'hypnose, ils sont « ah ouais, super ». Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment parlant de ce qui nous plaît au quotidien dans notre travail. Non, mais c'est très important, l'accueil au bloc opératoire, on leur met de la musique, on discute. Là récemment, avant Noël, j'ai une patiente qui est revenue, en endoscopie, peu importe, et je ne me souvenais pas de cette dame, parce que je l'avais endormie comme ça, et en fait elle m'avait offert un livre, elle m'a offert un livre parce qu'on avait discuté de littérature.
Ben, voilà, mais on leur met de la musique, on leur demande ce qu'ils veulent, c'est très important, ou alors on leur fait de l'hypnose aussi, c'est très important le départ au bloc et la manière dont tu s'endors. Et la manière dont c'est accompagné pour voilà. le coup. C'est très important, parce qu'on ne sait jamais si ils vont revenir ou pas, donc il faut, c'est quand même hostile hein, comme environnement, hein, il fait froid, enfin bon, il y a plein d'appareils. Donc, on a parlé beaucoup de vos missions, l'accompagnement, la formation, l'accompagnement du patient, l'accompagnement des équipes, mais on n'a pas évoqué tout ce qui est veille professionnelle, recherche, il y a beaucoup d'aspects dans votre domaine. C'est vrai. Qui veut prendre la parole à ce sujet? Alors je pense que côté paramédical, c'est vrai que la recherche, ça peut faire peur. Elle n'est pas encore assez développée. Mais peut-être aussi, personnellement, je sais que la recherche, je souhaiterais plus m'investir, mais le temps est un peu plus compliqué. Alors peut-être que tu es un peu plus dans la recherche, mais c'est vrai que c'est très important de développer ce côté-là. Moi, je dirais qu'on a de la chance d'être dans un CHU où on a des unités de recherche clinique qui sont hyper compétentes pour nous aider. Et en fait, nous, on a pu développer des projets de recherche infirmière, des PHRI ou PHRIP, parce que justement, on a eu ces conseils très avisés, ce soutien, même au niveau du statisticien, de la construction en fait de l'étude, même si on n'aura jamais, on sera pas jamais les directions d'études, on sera associé avec des personnes qui ont cette compétence, mais c'est quand même très très satisfaisant de mener une étude. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça demande de l'investissement, mais voilà, quelle satisfaction quand en fin de compte on termine, quand on a des résultats qui soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Surtout qu'il y a une pratique, un impact sur la pratique infirmière dans la prise en charge de la douleur. Complètement. Et puis quand on peut même publier, c'est vraiment hyper intéressant, ou présenter à des congrès nos travaux. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Oui, je m'apprêtais à vous poser la question des congrès. Je m'apprêtais à vous dire qu'en vous écoutant pour une jeune étudiante ou une jeune infirmière, ça lui donnait envie, ça lui donnait des perspectives pour après. Effectivement, il faut s'engager dans la recherche et puis aller regarder aussi la recherche que font les autres. En fait, renouveler les pratiques, parce qu'on a beaucoup évoqué en fait l'aspect clinique du patient et puis les moyens médicamenteux et non médicamenteux. C'est se tenir au courant en fait de ce qui se fait pour pouvoir les proposer. Ça, c'est vraiment important. C'est évolue très vite. Et pour ça, il faut quand même maîtriser un petit peu d'anglais. Donc, pour profiter au mieux. Bien que maintenant on ait des traducteurs, qui sont très performants, donc ça c'est pas mal. Mais c'est vrai que, quand j'ai travaillé sur l'aromathérapie, j'ai fait de la bibliographie et je me suis rendu compte quand on regarde sur les bases de données américaines comme PubMed, que c'est exponentiel le nombre de recherches qui sont faites sur certaines thématiques, notamment sur les moyens non médicamenteux. Et on se dit, waouh, tout le monde s'y met, c'est vraiment encourageant. Je pense que pour se remettre aussi à la page, c'est bon d'aller aussi revoir en fait ce qui est écrit, ce qui a été fait. Ça permet aussi d'agrémenter en fait tout ce qu'on connaît déjà pour mettre certaines choses, peut-être des nouveautés en place et à améliorer en fait ce qui se passe à l'hôpital et peut-être aussi à la maison. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait à l'hôpital, ça a un impact sur la maison, sur le domicile, et éviter peut-être des retours aux urgences, éviter des réhospitalisations et de l'aggravatisation parfois de certaines personnes. Alors, quels seraient les conseils qu'on donnerait aux étudiants, parce que c'est la principale cible en fait de le devenir, dans la prise en charge de la douleur, par exemple? Je pense qu'il faut, s'ils en ont la possibilité, qu'ils fassent déjà le maximum de formation, toutes confondues, s'ils en ont la possibilité, et puis de s'ouvrir, de varier leur lieu de stage pour voir un petit peu un panel de patients et toutes les douleurs qu'on peut rencontrer, que ce soit l'enfant, le vieillard, la douleur chronique, pour qu'ils aient un panel. Et puis se former et écouter. Je pense que la période, écouter le patient. La période des études, c'est un bon moment pour se former. Et moi, le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment en début de stage, de se rapprocher éventuellement de l'équipe mobile de douleur ou de son encadrement pour savoir quelles sont les formations disponibles du temps du stage. Voilà. Et puis éventuellement demander à les passer une journée avec une équipe mobile dans une consultation à un hôpital de jour de douleur et pas attendre le dernier moment pour le faire parce que du coup c'est plus compliqué à caler, quoi. Et qu'on ne peut pas tout savoir, même avec un diplôme, et qu'on apprend tous les jours, on apprend encore et encore, il faut toujours se remettre en question. Ça, c'est super important, et je crois qu'il faut être humain, et c'est très important de savoir recevoir et écouter. Parce que le temps du patient, souvent,
il n'y a pas assez d'écoute, il ne reçoit pas assez l'écoute, et souvent c'est ceux qui sont au lit du patient, c'est les infirmières, les aides-soignantes, ils reçoivent beaucoup d'informations, et c'est ces informations-là qui sont importantes pour la suite. Donc il faut savoir prendre ce qui nous est donné et pouvoir le transmettre aussi aux collègues. Alors peut-être une dernière question un peu décalée pour chacune de nos invités. Alors chacune d'entre vous, par rapport à votre expérience, votre pratique quotidienne, et puis on a bien compris que vous allez continuer à vous investir dans la prise en soin des personnes confrontées à la douleur, quel mot associez-vous à votre pratique professionnelle? Allez, de chacune. Moi, c'est bienveillance, écoute. Ça, c'est... Je vais pas copier, je vais réfléchir, mais ça fait un peu partie de ça. Hein. Elle a triché les patients en premier. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Sophie? Oui, mais non, vraiment, je pense que la bienveillance, c'est hyper important. Et prendre le temps. Le temps. Voilà. Pas de jugement. Enfin, voilà, on va voir un patient, bah, on s'assoit et si ça met 1 heure, et ben ça met 1 heure. Il y a des patients qui prennent 5 minutes parce que tout va bien, ils n'ont pas besoin. Donc voilà, le temps. Anne? Moi, je dirais vraiment la passion, parce que je pense que c'est nécessaire pour faire tout ce qu'on fait, parce on peut avoir des déconvenus, hein, mais vraiment, voilà, se réjouir de tout ce qui fonctionne bien. Et puis, j'ai oublié le deuxième mot. Voilà. Moi, je pense que je vais reprendre les 2 mots que j'ai utilisés. Déjà, je pense que c'est l'humanisme avec peut-être de l'empathie. Et j'en aurai un troisième, c'est l'adaptation. Je pense que c'est les mots. Je prends le deuxième que tu n'as pas. Oui, moi, je l'ai retrouvé entre-temps. Et évidemment, le soulagement. Ce qui tombe bien par rapport à la thématique. Oui. Je crois que nous arrivons au terme de cette discussion qui était très intéressante. Merci mesdames pour votre présence et le partage de vos expériences. Alors vous l'avez bien compris, la douleur est multifactorielle, elle est multidimensionnelle. Le processus thérapeutique implique un partenariat entre le soignant et la personne soignée et une approche globale et interdisciplinaire aussi. On ne travaille pas toute seule quand on est infirmière. Et je rappelle, déontologiquement, chaque soignant a l'obligation de prévenir et de traiter de la douleur de la personne soignée. Et de l'évaluer aussi. Et de l'évaluer, absolument. Merci aux directions des soins, des ressources humaines et de la communication de notre GHU, APHP Nord, qui soutiennent la réalisation des visioconférences Devenir infirmier depuis 3 ans. Vous pouvez aussi voir ou revoir les conférences antérieures sur la chaîne YouTube APHP Nord. Et vous pourrez aussi nous suivre avec de nouveaux formats très prochainement. À très bientôt. Merci. Merci.